Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence dédiée aux études en soins infirmiers et aux IFSI. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Bouissou, qui est directrice des établissements IFAS, IFAP et IFSI du groupe hospitalier Saint-Joseph. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, très bien, merci. Alors pour commencer, Isabelle, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est un infirmier, ce qu'est une infirmière? Alors, la profession d'infirmier et d'infirmière, c'est une profession qui est très réglementée, c'est une profession à haute responsabilité. Elle comporte l'analyse, l'organisation et évidemment la dispensation des soins infirmiers et leur évaluation. Alors, les soins infirmiers, ça comporte le recueil de données auprès des patients pour pouvoir établir un raisonnement clinique et puis dispenser un soin spécifique et adapté à ce patient. Ça comporte aussi la prévention, des soins d'hygiène, des soins relationnels. Donc pour cela, il faut des soins techniques, bien sûr. Pour cela, il faut acquérir un certain nombre de compétences qui sont donc qu'on peut acquérir par le biais de la formation. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez rappeler rapidement, donc, représenter globalement les études en soins infirmiers, combien de temps ça dure, etc. et nous rappeler ce qu'est un IFSI? Alors, les études en soins infirmiers, elles durent 3 ans, au terme desquelles on obtient un diplôme d'État et un grade de licence. D'accord. Ces 3 ans sont construits sous le format universitaire, puisque les instituts de formation passent une convention avec une université qui comporte un département de formation de médecine et de sciences humaines pour délivrer donc ce grade de licence. Et donc ce format universitaire, c'est 6 semestres qui sont donc validés par des partiels. D'accord. Un mot sur l'IFSI Paris-Saint-Joseph? Alors l'IFSI Paris-Saint-Joseph, c'est un institut de formation qui est donc rattaché à un établissement de santé, qui est le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, il est constitué de 2 hôpitaux qui ont fusionné, l'hôpital Saint-Joseph dans le 14e à Paris et l'hôpital Marie-Lande-Longue dans le 92 au Plessis-Robinson. Et donc, nous sommes rattachés à cet établissement de santé et nous dispensons des formations interprofessionnelles, donc la formation en soins infirmiers en 3 ans, mais aussi la formation d'aide-soignante en 1 an et la formation d'auxiliaire puériculture en 1 an. Alors, dans cet institut de formation, il y a un directeur que je suis, et donc il faut être infirmier pour pouvoir exercer les missions de directeur d'institut. Et puis, il y a des cadres formateurs, des cadres de santé formateurs qui sont effectivement tous des infirmiers qui dispensent la formation. Très clair. Merci encore une fois, Isabelle, pour toutes ces réponses. Je vous propose qu'on entre dans la première partie dédiée à Parcoursup. Pour commencer, est-ce que vous pourriez un peu nous dire, voilà, quel profil allez-vous rechercher, à qui vont s'adresser ces études? Alors, les études en soins infirmiers, elles s'adressent aux bacheliers et puis elles s'adressent également aux personnes qui sont en réorientation, en formation professionnelle ou en promotion professionnelle. La sélection se fait par deux biais. Ce qui concerne les bacheliers et les réorientations précoces, c'est-à-dire 1 ou 2 ans après le début de la formation universitaire, par exemple, cette sélection se fait par Parcoursup. Et en ce qui concerne la promotion et la formation professionnelle, elle se fait par une sélection spécifique qui comporte un écrit et un oral, avec une évaluation sur la base de connaissances mathématiques et en français, grammaire et syntaxe, et puis un entretien de motivation. Très clair. Pour les lycéens, lycéennes, depuis la réforme du bac, il y a toujours ces questions qui reviennent. Quelle spécialité au lycée faut-il avoir fait? Quel bac? Est-ce que si j'ai tel bac, etc. Vous, avec votre hauteur de vue, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur le profil et les spécialités, les bacs à privilégier? Alors, en ce qui concerne les spécialités, moi je dirais, et c'est une attitude que nous avons validée dans le groupement universitaire dans lequel l'IFSI Paris-Saint-Joseph se situe pour la sélection par Parcoursup, nous avons validé que nous ne demandons pas de spécialité particulière pour le bac. En revanche, il faut avoir un bon niveau dans les matières de base, que sont les mathématiques, le français, l'anglais et le SVT. Donc ce que cela veut dire, c'est que quel que soit le bac, il faut, avant d'entrer en formation, s'auto-évaluer. Il y a pour ça beaucoup de liens Internet qui le permettent, s'auto-évaluer sur ces matières et travailler pendant la période estivale qui sépare la proposition de Parcoursup et l'acceptation du projet
dans un institut, travailler à la remise à niveau dans ces matières si ces matières ne sont pas acquises correctement. Alors j'ai dit qu'il n'y a pas de spécialité. Les bacs généraux et les bacs technologiques et en particulier ST2S sont des bacs qui préparent bien à la formation. Les bacs pro, les détenteurs de bacs pro peuvent rencontrer plus de difficultés en termes de niveau. D'accord. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de faire une formation en soins infirmiers quand on est détenteur d'un bac pro, mais ça veut dire que le conseil que j'ai donné en préambule, qui est de réellement identifier, diagnostiquer son niveau et se remettre à niveau, est essentiel. Parce que la formation est dense, elle est courte, elle est très exigeante, il y a beaucoup de travail pendant cette formation et nous n'avons absolument pas le temps d'opérer des remises à niveau. Et s'il y a trop de lacunes, cela génère des abandons. D'accord. Une question aussi qui revient souvent de la part des lycéens, c'est qu'est-ce que vous allez regarder concrètement dans le dossier? Est-ce que ça va plutôt être les notes? Est-ce que ça va plutôt être les rubriques? Est-ce qu'il faut s'attarder sur le projet de formation motivée ou est-ce qu'il n'est pas lu? Voilà, on entend un peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous dites sur le dossier Parcoursup? Alors, le dossier Parcoursup, nous le regardons avec beaucoup de sérieux. Et ça, c'est valable dans tous les groupements universitaires en France. C'est très important pour nous de maximiser les chances des candidats d'aller au bout de la formation. D'accord. Nous ne sommes pas du tout une formation universitaire en ce sens. Alors, c'est une formation universitaire, bien sûr, mais on sait que les formations universitaires, par exemple, quand on rentre en licence, on sait qu'au bout de la première année, pour un grand nombre de formations universitaires, il va y avoir 50% de taux d'échec pour le passage en seconde année. C'est un luxe, entre guillemets, que nous ne pouvons absolument pas nous permettre. Et donc, nous, c'est plutôt un taux de transformation, entre guillemets, de première en deuxième année qui doit avoisiner les 95%. Donc, on doit absolument sélectionner de manière très précautionneuse les candidats pour ne pas les leurrer et pour permettre donc ce passage en deuxième année. Donc, on va regarder les notes. On va regarder les appréciations des professeurs. On va regarder l'appréciation du chef d'établissement. Très bien. Là, on va évaluer la capacité d'engagement et d'implication du candidat. Ses absences, son assiduité, sa capacité à s'impliquer, à travailler, à s'engager dans la vie du lycée. Voilà, on va regarder tout ça. Et puis, bien sûr, on va regarder de manière très attentive la rubrique qui s'appelle Centre et activités et centres d'intérêt, et puis le projet motivé. Et on va regarder comment le candidat fait le lien entre ses centres d'activité et intérêt et son projet motivé, si son projet est solide, s'il est mature. On va aussi regarder l'orthographe, la syntaxe et l'authenticité du projet. D'accord, très clair. Peut-être en un mot, voilà, qu'est-ce que vous dites à ceux qui me disent, mais à partir de quelle moyenne, je sais que vous n'aurez pas la réponse, à partir de quelle moyenne, à partir de quel, je sais pas, dossier, on peut espérer avoir une admission? Est-ce que par exemple, si j'ai 11 en terminale, je peux d'ores et déjà me dire, ça sert à rien de postuler? Est-ce que on peut quand même avoir ses chances? Enfin voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors effectivement, c'est très compliqué de dire ça. C'est pas que je ne veux pas m'engager, hein, mais chaque année, et depuis la mise en œuvre de Parcoursup, je participe à l'examen des dossiers de Parcoursup. Et puis, je participe aussi aux commissions d'examen des vœux qui permettent de mettre en œuvre les algorithmes qui permettent aussi de classifier les dossiers. C'est très difficile de parler de moyenne. En plus, ça va être différent d'un lycée à l'autre, d'une spécialité à l'autre, d'un bac général à un bac technologique. Je préfère pas parler de moyenne. Ce qui va faire la différence, c'est l'authenticité du projet, la maturité du projet, la syntaxe, comment est-ce que le projet va être construit. Alors bien entendu, hein, il y a une limite de notes, il y a toujours une note plancher. Hein. C'est sûr que si on a un dossier inférieur à la moyenne, c'est plus compliqué que si on a un dossier supérieur à la moyenne, voire largement supérieur à la moyenne. Mais c'est pas suffisant pour s'engager sur l'acceptabilité du dossier. Très bien. Peut-être un dernier mot, justement, vous parliez d'authenticité dans le projet motivé. Vous, en tant que directrice, comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que vous qualifiez l'authenticité? C'est quoi? C'est quelqu'un qui fait vraiment un rapport à lui-même? Enfin, est-ce que vous avez quelques tips à nous donner pour le projet motivé, pour un peu se démarquer? Ou est-ce que finalement vous dites, faites ce que vous... Alors, l'authenticité du projet d'abord et avant tout, et je le dis chaque année nous retrouvons des dossiers qui comportent cela, pas de copier-coller de lettres de motivation d'Internet. Ça, c'est vraiment discriminant. Et c'est très facile à repérer, parce que d'abord, c'est chaque année la même chose, ce sont les mêmes termes. Et puis, même si
Internet s'est renouvelé, on va avoir un dossier, deux dossiers, trois dossiers où il va y avoir la même chose. Et ça, c'est discriminant. Ça veut dire que c'est un dossier qu'on va évacuer immédiatement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est ce que je disais, c'est faire référence à vos expériences. Si vous avez fait des stages, je sais que c'est difficile de pouvoir trouver des stages, mais on peut rencontrer des professionnels ou rencontrer des étudiants, faire référence à ces recherches, faire référence à ce que vous avez pu entendre dans les salons, dans les journées portes ouvertes. Voilà, montrer que vous avez cherché, que vous avez exploré en quoi cette profession, cette formation, elle vous convient. Et puis nous l'expliquer de manière très simple, avec vos mots à vous. Vous faire relire si vous avez des problèmes d'orthographe ou de syntaxe, vous faire relire pour qu'il ce soit lisible, mais surtout ne pas faire écrire votre projet par quelqu'un d'autre, parce que c'est pareil, on identifie quand le projet n'a pas été écrit par la personne. Très clair. Une toute dernière question là-dessus, parfois, une légende qui dit que les étudiants en réorientation auraient moins de chance que les lycéens. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous prenez quand même dans votre établissement des étudiants en réorientation? Alors, on est bien sur la sélection de Parcoursup, puisqu'effectivement, la réorientation précoce, elle se fait dans Parcoursup. Alors non, il y a ni valeur ajoutée, ni pas de valeur ajoutée. C'est à dossier de qualité comparable. Il n'y a aucun problème pour admettre des étudiants en réorientation. Alors, quand les étudiants sont en réorientation, ils vont avoir une attestation de leur orientation première qu'ils vont télécharger dans leur dossier Parcoursup et qui va attester de leur engagement dans leur première orientation. Ça, c'est aussi très important. Voilà. Alors maintenant, Isabelle, on va se focaliser un peu plus sur les études en soins infirmiers une fois qu'on intègre donc les IFSI. Pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ces 3 années, comment vont-elles s'organiser, quelle va être l'évolution un petit peu de ces 3 années? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les études en soins infirmiers, elles sont organisées en partenariat avec une université de santé. Donc nous sommes plus particulièrement en partenariat avec l'université Paris-Cité. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'effectivement, ça va concourir à l'organisation de la formation. Donc c'est une formation qui se dispense en 3 ans, en semestre, donc format universitaire, 6 semestres. Chaque fin semestre, un partiel un groupe de partiels pour passer d'une année à l'autre. Chaque semestre comporte 20 semaines. D'accord. Et dans chaque semestre, il va y avoir une partie stage et une partie cours théorique, puisque la formation, elle se dispense en autant de temps de stage que de temps de cours théorique, c'est-à-dire 60 semaines de stage, 60 semaines de cours théorique. En fonction des semestres, la partie stage est plus ou moins importante. Donc, par exemple, en semestre 1, il y a moins de stages, parce que c'est le début. Donc, il y a 5 semaines de stage, on va dire, d'observation et de découverte. Et puis, jusqu'au semestre 5, ça va être 10 semaines de stage, 10 semaines de cours. Et puis, au dernier semestre, qui est plus professionnalisant, il va y avoir 15 semaines de stage. La partie cours théorique, elle s'organise donc en lien avec l'université. L'université est plus spécifiquement en charge de dispenser les cours magistraux qui sont les cours magistraux qui permettent d'acquérir les compétences transverses, c'est-à-dire les cours magistraux qui sont plus fondamentaux, pas qu'ils soient plus importants, mais c'est des matières fondamentales telles que la biologie, la pharmacologie, les pathologies. Et puis l'IFSI, l'Institut de formation, va être en charge de dispenser les travaux dirigés, qui sont les travaux d'application de ces cours théoriques, et puis tous les cours magistraux, TD et travaux pratiques, qui sont plus en lien avec le cœur du métier, que sont les techniques, les soins infirmiers, le raisonnement clinique, la psychologie, l'anthropologie, qui est fait aussi en lien avec l'université. Très clair. Alors, vous avez déjà un petit peu répondu à la question qui suivait, qui était les matières étudiées. Est-ce que vous pouvez un peu revenir, alors, vous l'avez déjà évoqué, mais peut-être plus, comment est-ce que ça se travaille? Peut-être un peu nous présenter les chapitres pour les lycéens qui ne connaissent pas du tout ces matières-là. Alors, les matières étudiées, ça va être des matières telles que l'anatomie, la physiologie, la biologie, la pharmacologie. On va parler des organes, de pathologie d'organes. On va parler évidemment de techniques de soins infirmiers, de concepts de soins infirmiers. On va parler de psychologie. Et puis, important, il va y avoir aussi beaucoup de travaux et d'enseignements qui ont lien avec la connaissance de soi-même.
parce qu'on ne peut pas prodiguer des soins à autrui si on ne se connaît pas soi-même. Donc il va y avoir beaucoup de cours et d'exercices qui vont relever de l'analyse de la pratique, du travail de groupe, du travail en équipe. Hein, ça, c'est important de repérer cela. Et puis, il va y avoir tout ce qui concerne les méthodes de travail. Donc, de l'anglais, de la recherche documentaire, de la rédaction d'écrits, de la réflexion, de la recherche. D'accord, merci beaucoup. Parfois, on a des lycéennes qui me disent ça m'intéresse beaucoup, mais j'appréhende un peu le rythme au sein des études. Et puis ensuite, derrière, qu'est-ce que vous dites à justement ceux qui appréhendent un peu le rythme et la difficulté des cours? Est-ce que c'est difficile et comment est-ce qu'on peut appréhender ça? Oui, c'est difficile. C'est difficile parce que la formation, elle va viser à acquérir des compétences. Acquérir des compétences, ça veut dire acquérir des connaissances. Donc, il y a déjà beaucoup de travail pour acquérir beaucoup de connaissances, hein, puisque les connaissances en médecine et en soins infirmiers, elles sont de plus en plus larges. Donc, il faut acquérir beaucoup de connaissances, mais ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite acquérir un raisonnement qui permet de mobiliser ces connaissances auprès du patient, puisque chaque patient va être différent, même s'il a la même maladie, il est différent, et il va falloir mobiliser ces connaissances pour lui prodiguer des soins adaptés. Et c'est ça, en fait, qui est le plus compliqué. Alors, ceux qui connaissent la formation ou ceux qui entreront en formation entendront beaucoup, il faut faire des liens. Et c'est ce qui est le plus difficile pour les étudiants, de faire des liens. Alors, c'est difficile, mais ce n'est pas inatteignable, bien entendu, puisque chaque année, on a beaucoup d'étudiants qui sont diplômés. Il faut travailler avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'engagement pour acquérir les connaissances, et puis profiter des techniques qui sont mises à disposition par les instituts, et puis des stages, bien entendu, pour mobiliser ces connaissances et donc pouvoir poser toutes les questions et expérimenter toutes les situations qui permettent de mobiliser ces connaissances en stage. J'aimerais qu'on revienne maintenant un peu plus sur une semaine type ou plusieurs semaines type, même il n'y a pas peut-être de semaine type en particulier, mais plus au niveau TD, TP, cours en amphi, comment ça se découpe à peu près une semaine entre les stages et la formation? Alors, comme je vous l'ai dit, la formation, elle est découpée, c'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, en semestre 2, on va dire, le deuxième semestre de la première année, vous allez avoir 10 semaines de cours à l'affilée et 10 semaines de stage à l'affilée, plus spécifiquement. Alors, si on se situe dans les 10 semaines de cours, eh bien, il va y avoir des cours qui vont être dispensés à l'université, en présentiel, qui sont des cours qui ne sont pas à présence obligatoire. Mais pas obligatoire ne veut pas dire inutile. Donc chacun trouve sa méthode de travail pour pouvoir savoir s'il est nécessaire d'aller en cours ou pas. Donc voilà, ça ce sont des cours en amphithéâtre, cours magistraux. Et puis il va y avoir des cours à l'Institut qui sont des travaux dirigés, alors qui permettent d'appliquer ces cours magistraux ou d'aller plus loin dans le soin infirmier. Il va aussi y avoir des travaux pratiques pour apprendre les techniques de soins. Et puis de la formation par la simulation en santé, c'est-à-dire des formations en tout petits groupes, des séances de formation en tout petits groupes avec des 2 cadres formateurs sur des mannequins qui sont capables de reproduire les réactions humaines et qui vont permettre, sur la base de scénarios, de se mettre en situation et de se préparer au stage. D'accord. Voilà. Et puis beaucoup de travail de groupe, beaucoup de travail de groupe pour apprendre à négocier, à collaborer en équipe. D'accord. Un mot juste pour revenir sur les stages en tant que tels. Quelle est l'évolution peut-être des stages entre la première année et la troisième année? Quelles sont les missions? Comment ça va s'organiser un petit peu de ce point de vue-là? Alors, les stages, ils sont donc évidemment évolutifs en fonction et progressifs dans la formation. Pour autant, il y a un certain nombre de compétences à acquérir et des typologies de stages à respecter. C'est-à-dire que l'étudiant va avoir un parcours obligatoire où il va devoir rencontrer au moins 4 types de stages spécifiques. Donc, pour mettre en œuvre la progression, on doit tenir compte de beaucoup d'éléments. On doit tenir compte de ces typologies, on doit tenir compte des compétences que l'étudiant a acquis et le mettre en situation de re-rencontrer ces compétences s'il ne les a pas acquises. On doit tenir compte de son projet professionnel, bien entendu, et de ce qu'il veut, s'il le sait, faire ensuite. Et puis, on tient aussi compte du lieu d'habitation. Donc, le parcours de stage, il est mis en œuvre par l'équipe et plus particulièrement par un cadre formateur spécifiquement chargé de la coordination des stages et qui va faire le lien avec le cadre formateur responsable du suivi pédagogique de chacun des étudiants. Donc, le parcours est très individualisé et il va donc dépendre de tous ces critères.
Isabelle, donc pour revenir un peu plus sur les stages, on entend parfois que c'est des moments qui sont difficiles, enfin qu'il peut y avoir, que les étudiants peuvent rencontrer des difficultés. Je peux un peu revenir sur ces notions-là. Alors effectivement, on entend beaucoup que le parcours de stage des étudiants en santé est difficile et qu'ils rencontrent des difficultés, notamment dans le cadre du travail d'équipe et puis de la confrontation au réel. Alors il y a deux choses à dire sur les stages. La première, c'est qu'effectivement, on a une représentation, quand on est étudiant et qu'on rentre en formation, on a une représentation de ce que c'est que la fonction d'infirmier ou d'infirmière. C'est souvent une vocation, enfin c'est un métier vocationnel, c'est un métier de cœur et de tête, et souvent les étudiants qui sont jeunes ont choisi cette formation et cette profession vocationnelle, et bon, la confrontation au réel peut être un petit peu difficile, et donc c'est la raison pour laquelle ils ne partent pas en stage tout de suite en première année, et on les prépare beaucoup à cette confrontation au réel. Et puis cette confrontation au réel, elle comporte à la fois la difficulté de la prise en soin d'autrui, et puis la confrontation à la maladie et quelquefois à des situations très difficiles, mais aussi elle comporte la confrontation au travail d'équipe, et plus particulièrement aujourd'hui à la difficulté auxquelles sont confrontées les équipes, liées en particulier à la situation du système de santé français aujourd'hui et à la pénurie de professionnels, où les équipes sont particulièrement fatiguées, exténuées, à la fois par la période que nous avons vécue de crise sanitaire et puis par ces nouvelles difficultés qui sont liées à la désaffection des professionnels et qui retentit de plein fouet sur les étudiants qui ne sont pas toujours accueillis et encadrés comme ils auraient souhaité l'être ou comme ils devraient l'être, puisque nous devrions, dans chaque service, avoir un tuteur qui encadre plus spécifiquement les étudiants et qui est chargé de cette formation. Ce n'est pas toujours possible. Et l'étudiant peut se retrouver en difficulté parce que seul ou parce que confronté à l'exaspération ou à la fatigue des professionnels. Alors c'est vrai, on ne peut pas dire que ce ne soit pas vrai. C'est une difficulté pour les étudiants qui doivent se préparer à cette posture de stagiaire, réfléchir et prendre le temps de saisir toutes les opportunités qui sont données en institut de formation pour se préparer à cette posture de stagiaire, se préparer à ce stage, bien connaître les potentialités et les ressources de ce stage pour pouvoir avoir fixé des objectifs qui sont pertinents et qui vont leur permettre de faire de ce stage un succès, et surtout avoir acquis les connaissances qui sont nécessaires pour réussir ce stage. Un étudiant qui n'a pas de connaissances, qui a des lacunes, alors évidemment en fonction de son niveau, et qui est repéré comme tel par une équipe, c'est un étudiant qui va être forcément en difficulté dans le stage. Donc vraiment la recommandation que je ferais, c'est de prendre très au sérieux ces stages et de les préparer avec beaucoup d'attention pour pouvoir avoir une posture de curiosité et d'implication qui est nécessaire pour la réussite du stage. Merci Isabelle. J'aimerais qu'on termine cette conférence sur les débouchés, les types d'exercices, les modalités d'exercice. Voilà, comment ça va se passer une fois qu'on est diplômé? Alors, une fois qu'on est diplômé, on est jeune, professionnel, novice, compétent. En tout cas, c'est l'objectif que nous nous fixons. Et il va y avoir effectivement un certain nombre de débouchés, mais avant de parler des débouchés et puis des spécialités, déjà j'insisterai sur le fait que cette profession, c'est une profession très positive dans l'évolution professionnelle. Je veux dire par là qu'à chaque fois que le jeune professionnel va changer de service, il va changer de métier. Et ça, c'est assez rare pour être souligné, parce que on peut se renouveler. Donc la lassitude ne doit pas atteindre un infirmier, même s'il n'entre pas dans les spécialités. Et c'est aussi un objectif de la formation que de les préparer à apprendre, parce qu'à chaque fois qu'on va changer de service ou même de structure, puisqu'on peut exercer dans beaucoup de structures différentes, on peut exercer en établissement de santé, on peut exercer en hospitalisation à domicile, en libéral, en milieu scolaire, en milieu carcéral, en milieu humanitaire. C'est déjà beaucoup de métiers différents. Et donc, il faut savoir apprendre et se remettre en question. Et puis ensuite, une fois qu'on a exercé quelques années, effectivement, on peut se spécialiser. Donc, il y a quelques spécialités, il y a même de nombreuses spécialités. On peut se spécialiser pour être infirmier de bloc opératoire. On peut se spécialiser pour être infirmier anesthésiste. On peut se spécialiser pour être cadre de santé, pour être infirmier puriculteur. Donc ça, ce sont des spécialités qui peuvent s'acquérir après quelques mois ou quelques années de formation supplémentaire.
Et puis on peut aussi, puisqu'on est détenteur d'un grade de licence, on peut faire donc un master dans différents domaines à l'université, comme la nutrition, la santé publique, où on peut se spécialiser dans un master d'infirmier de pratique avancée, qui est aussi un master qui permet d'exercer auprès des médecins et de se voir confier des responsabilités dans le champ médical pour collaborer à la prise en charge du patient. Donc vous voyez, il y a beaucoup de possibilités d'évoluer, et puis on peut devenir cadre formateur ou directeur d'institut en formation en soins infirmiers. Merci en tout cas Isabelle d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bon courage à toutes celles et ceux qui vont postuler en IFSI. On espère que ça se passera bien pour vous. Et puis en attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour de prochains contenus sur Totis. Au revoir. Au revoir.